ce léger décalage qui est lié à l'inauguration des nouveaux locaux de l'APP, hein, voilà, rue des Docteurs Bastard. Donc si vous voulez bien prendre place pendant ce temps, donc, on va procéder à l'appel. Myriam, si tu veux bien. Merci beaucoup. Demande de subvention. Pour... On a demandé un accompagnement dans la convention, évaluation dans le contrat et l'objectif, tu vois. On avait dit, hein. On a encore... Oui, présent. Merci. Donc peut-être signaler qu'avec l'absence de Pierre Rossignol, on avait parlé la dernière fois de certains dossiers qui le concernaient et qu'on souhaitait évoquer en sa présence. Donc ça sera au prochain conseil municipal qui sera calé en fonction de ses dates de disponibilité, eu égard à ses suggestions particulières et à son activité professionnelle. Voilà. Donc je vous propose de passer au premier point de l'ordre du jour, qui concerne donc l'administration générale, la modification de la convention de mise à disposition de locaux municipaux à des associations. Je donne la parole à Philippe Nicole. Allô ? Donc cette convention, une convention qui régit les relations entre les associations et la commune pour la mise à disposition de locaux, donc des articles simples mais qui permettent une bonne gestion et un retour au sein du patrimoine communal dans un bon état et avec une facilité également pour les associations. Donc rien de particulier sur ce thème. Est-ce que vous avez eu des observations particulières sur cette convention qui a été légèrement retouchée avec des points minimaux, en rappelant donc l'impact de la vie associative sur la vie de la commune et l'effort que fait la municipalité pour soutenir la vie associative? Pas d'observation, donc je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point suivant, c'est l'approbation de règlements intérieurs concernant le complexe City-Stade du Parc des Sports, l'école municipale des sports. Donc il vous est proposé d'approuver les règlements intérieurs du complexe City-Stade du Parc des Sports, de l'école municipale des sports des 18 mois 3 ans et des 4-10 ans, des vacances sportives des 6-12 ans et de la gymnastique douce senior, dont vous avez eu copie. À signaler que donc sur le City Stade, c'est un projet, hein, bien évidemment, c'est une réalisation qui va être effectuée et qui vient aujourd'hui de recevoir une notification de la région de 35 000 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations particulières sur ces règlements intérieurs? Oui, Armand? Juste des questions pratiques. Il y a des horaires d'ouverture, je pense que ça va correspondre à les horaires d'ouverture du stade, c'est le gardien qui doit ouvrir et fermer. Et ensuite, il y a des critères que je peux comprendre de fréquentation pour que tout le monde puisse avoir l'usage et le libre accès. Est-ce qu'il y aura quelqu'un d'affecté? Alors, pas tout le temps des horaires d'ouverture, hein. Je comprends qu'il ne va pas y avoir quelqu'un qui plantera là pour contrôler le bon usage, mais est-ce qu'il y aura un passage régulier? Je ne sais pas s'il y a... Je présume qu'il y a du monde de manière régulière sur le stade, mais pour différentes raisons. Hein. Ce n'est pas forcément ni des éducateurs, ni des personnes qui interviennent sur le sport. Hein. Ça peut être des gens qui viennent faire des travaux. Et est-ce qu'il y aura quelqu'un d'affecté qui aura cette autorité-là pour un passage régulier, s'assurer qu'il n'y ait pas des conflits d'usage? Patrice? Sur le City Stade, logiquement, il n'y aura pas de personnes affectées, mais le personnel justement qui tourne sur le stade, vu que c'est le City Stade est ouvert à part, comme c'est bien marqué dans le règlement, gardé pour les écoles, pour certaines
il y a certains créneaux horaires qui seront donc réservés d'avance. Mais après, quand ce sera ouvert, c'est le personnel qui fera en sorte de gérer au mieux le Citystad. Et on espère, si l'espace jeune ou si on arrive à monter le service des sports au stade, ça permettra, disons, une gestion beaucoup plus facile. Voilà. Donc effectivement, Pierre Benoît suit ce dossier de près avec Béatrice, avec Louis Robert. L'idée, c'est de dire... On est toujours sur la volonté de transférer le service des sports dans les anciens garages qui sont propriété de la commune et qui sont face au lycée et au collège, à la cité mixte. Derrière, on aura le problème bientôt aussi du départ à la retraite de notre gardien de la cité, puisque, vous connaissez bien M. Puche, qui a encore quelques années. Mais donc le temps qu'on réalise le Citystad et qu'on commence à le faire fonctionner, il y aura des changements et des propositions nouvelles qui seront faites au conseil municipal, notamment par rapport à ce transfert du service des sports qui pour moi est quelque chose d'important. J'ai vraiment la volonté de déplacer le service des sports de la commune pour le rapprocher de la cité mixte et du parc des sports. Donc ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans le futur. Est-ce qu'on peut passer au vote sur cette proposition? Qui est contre? Qui s'abstient? Le point suivant concerne les finances. Donc, il s'agit d'abord de la décision modificative numéro 2 concernant le budget de la commune et je cède la parole à Annick. Exceptionnel attribué au foot l'étoile sportive de Pôle pour un montant de 10 000 € et à l'association la Mirondella d'Elsa pour 5 000 €, soit un total de 15 000. Ce montant sera prélevé sur le 012, charge de personnel, sur une ligne que nous réservions à des apprentis dans les écoles et que nous n'avons plus. Donc on transfère ces 15 000 € sur les chapitres 60. Autre charge de gestion courante. La deuxième décision modificative concerne le paiement des frais de 55 000 €. La TVA. Or, la trésorière principale nous a obligés à régulariser cette situation et à le mettre en fonctionnement. Quand vous nous parlez de loyer, il s'agit d'un bâtiment... Pour le PPP. Ah d'accord. Voilà. Donc on vous propose cette décision modificative. Est-ce qu'il y a des observations particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc oui. Donc sur les associations aussi, vous vous abstenez que pas sur cette partie-là, je suppose? C'est un autre point, les associations, dans l'ordre du jour. Non, mais il y a une subvention, il y a deux subventions là qui sont proposées dans la décision modificative, qui sont les 10 000 et les 5 000 qu'on a évoquées, c'est-à-dire les étoiles sportives. Oui, c'est le point 7, là nous en sommes au point 3, à l'ADM. Madame, l'ADM inclut ces subventions, voilà, on le vote après. Bon, tu le comptes après. Bon, donc vous êtes uniquement sur l'ADM, on est bien d'accord, et on ne remet pas en cause effectivement votre nom, mais je signale bien que vous n'êtes pas contre ce volet associatif. On aura probablement d'autres questions quand on arrivera à ce point-là. Tout à fait, nous y reviendrons si vous le souhaitez. Donc, ok, approbation du rapport de la CLET, donc rien de transcendant à ce niveau-là, c'est juste le rapport habituel avec les opérations, je dirais, classiques. Rien n'a changé par rapport à la CLET et par rapport au passé, il n'y a pas d'observation particulière. Est-ce qu'il y en a de votre côté? Donc sur cette proposition, qui est contre? Qui s'abstient? Le point suivant, c'est l'attribution de subventions de fonctionnement au budget annexe du cinéma, au budget du CCAS et à la régie de l'abattoir de Pézenas. Donc il vous est proposé d'attribuer pour l'année 2016 les subventions de fonctionnement qui suivent, qui ont été indiquées. 43 500 € pour le budget annexe du cinéma, qui, je le signale, marche extrêmement bien. On a cette année un succès entier de la fréquentation du cinéma. Et je vous rappelle aussi que demain, vous êtes tous invités à 20h30 à la projection du film Il était une forêt,
avec Francis Allais, qui est le plus grand, je dirais, botaniste spécialiste de l'agronomie tropicale, qui a créé le radeau des cimes, donc qui a exploré les forêts amazoniennes, notamment avec ce radeau, cette structure légère qui est portée par un dirigeable et qui a permis d'explorer donc la canopée. Ça aussi, ça se passe au cinéma. Donc juste, c'est la minute complémentaire par rapport à ça. Se féliciter de l'activité de ce cinéma. Pour le CCAS, donc, nous sommes à un budget de 200 000 euros et pour la régie syndicale de l'abattoir de Pézenas, on propose donc un vote de 30 000 euros voilà, tout ça vous a été présenté. Est-ce qu'il y a des questions particulières ? Donc je propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le point suivant concerne la suppression de la régie de recettes du restaurant municipal. Donc vous savez qu'en délibération du 11 décembre 83, il avait été institué une recette pour le resto municipal. Donc on a réorganisé les régies de la commune. Donc on vous propose aujourd'hui, eu égard à cette réorganisation qui a été faite en relation avec notre receveur municipal, la suppression de cette régie. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc nous arrivons au point suivant qui correspond effectivement à ces attributions de subventions de fonctionnement exceptionnelles évoquées par Madame Sadje tout à l'heure. Donc l'étoile sportive de Pézenas-Pollan, il est proposé à titre exceptionnel, eu égard à la formidable réussite sportive de cette association et à l'impact que ça peut avoir sur la jeunesse picénoise et sur la vie sportive en général, une subvention de 10 000 euros. Et quant à la Mirandella des Arts, donc il y avait cette année le 50e anniversaire, on avait mis un montant de subvention qui était qui était bien contrôlé, je dirais, par nos services et par les élus. Simplement, eu égard à la richesse de la programmation de la Mirandella et à un été qui a été un peu compliqué suite aux événements donc de l'avant-saison et aux problématiques de fréquentation pendant le mois de juillet. Ça s'est rattrapé ensuite sur le mois d'août, mais la Mirandella était surtout sur le mois de juillet. Il est donc proposé aujourd'hui d'accompagner la Mirandella des Arts par rapport à ce 50e anniversaire avec une subvention exceptionnelle de 5 000 euros. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur le SPP ? Non ? Oui ? Au conseil municipal du 14 mai 2014, on a autorisé à signer un contrat d'objectif avec l'entente sportive Pollan-Pézenas. À l'époque, une commission devait être mise en place pour régulièrement travailler ou contrôler, mais j'aime pas le terme contrôle, mais voir que chaque partie respecte ses objectifs. Il avait été autorisé par vous, monsieur le maire, qu'un conseil municipal d'opposition puisse participer à cette commission. À notre connaissance, elle ne s'est jamais réunie. Le problème, c'est qu'entre-temps, on a appris l'année dernière par la presse, même pas l'année dernière, cette année, la démission du président et des difficultés financières. Il nous paraîtrait, avant de voter ces 10 000 euros, qui se justifient par le parcours sportif, et qui peut-être reviendront chaque année, parce que si le club reste à ce niveau, ça ne pourra pas être une subvention exceptionnelle, ou ça voudra dire qu'il aura des difficultés. Il nous semble qu'il faudrait reporter ce vote à un prochain conseil municipal pour que cette commission ait le temps de se réunir et de travailler sur la tenue des objectifs de chacun. Vous savez qu'on a pu faire des remarques au moment du vote du budget sur les subventions aux associations. Notamment, il y avait une association appelée France-Afrique, dont on n'a pas qui ne s'appelle pas France-Afrique, mais ça avait créé un débat entre nous, et dont on n'a pas trouvé de trace dans les dossiers de la ville, ni de demande. Pourtant, elle revient chaque année. Nous avons été saisis par l'association aussi des Chats de la Butte, qui ne comprend pas la diminution de sa subvention de moitié. Cela nous fait dire que pour l'année prochaine, il faudra peut-être, dans le cadre des commissions municipales, s'améliorer sur la transparence et les critères d'attribution aux associations. Mais pour le sujet du jour, qui est le SPP, et on ne rejette pas l'idée qu'il faille une subvention, je pense qu'il faudrait qu'on la vote à un autre conseil municipal et qu'entre-temps, cette commission qui est inscrite et qui devrait, je crois, être annuelle, donc 2 ans, s'être au moins réunie 2 fois, quel est le temps de se réunir ? Alors on a quand même une urgence par rapport à l'ESPP, puisque on était ici dans cette salle au moment avec
avec Julie, avec Roland, M. Moreno aussi, pour le conseil régional. Je crois que tout le monde est sensibilisé aux difficultés de croissance qu'a ce club. Et donc, on va quand même demander de maintenir ce vote, mais on prend acte de la demande de réunion d'une commission, donc elle aura lieu très rapidement. Et ça, je demande donc à Pierre Benoît, Philippe Nicole se fera le relais de vous réunir très rapidement par rapport à cette problématique de l'ESPP pour qu'il y ait une réunion avec une commission ad hoc pour justement envisager l'avenir. Donc aujourd'hui on maintient cette demande de vote parce que c'est important pour eux et je crois que c'est un club qui est loin d'avoir démérité. Et on était tous autour de son entraîneur, Pascal Dagani, qui fait un travail remarquable. Et je pense qu'il ne faut pas que ça trébuche pour des problématiques de délais financiers. Je crois qu'on sera tous d'accord là-dessus. Par contre, on entend collectivement cette demande de commission. Donc la commission, il faudrait qu'elle se réunisse sous quinzaine. Pour que vous puissiez avoir, avant le prochain conseil, s'il y a des observations, qui aura lieu donc rapidement, des remarques qui soient débattues sur l'avenir de l'aide à cette association. Bon, de manière plus générale, sur la transparence au niveau des attributions, je pense que les attributions de subventions, elles ne sont pas bouleversées par rapport au passé. Voilà, on essaie d'être au maximum présent dans le cadre de l'accompagnement de la vie associative qui est essentiel pour nous. C'est ce qui fait la richesse de Pézenas, une petite ville qui a autant d'activités associatives. Bon, on peut que se féliciter de ce qui se passe. On ne peut pas tout soutenir de la même manière. On peut prendre en gésine, on peut prendre en nourrice des projets et après il faut qu'ils volent un peu différemment. Bon, un des exemples qui a marqué et qui a été une pleine réussite, c'est les Temporadas, c'est la semaine dernière avec Martror qui a été quand même un élément marquant. Bon, tout ça a été voulu à l'origine en accompagnement mairie avec Marie Ivora qui a porté très fortement ces saisons de nos qui sont importantes pour nous. Et puis à un moment donné, il y a eu une orientation différente, des évolutions par ailleurs, le collectif qui s'est constitué derrière, et la ville qui a continué à accompagner. Je trouve que c'est une très bonne chose. Et voilà, qu'il faudra renforcer certainement. On en parle depuis quelques années dans le cadre d'un projet européen sur le patrimoine culturel immatériel, et des rendez-vous ont déjà eu lieu à ce sujet entre les services de la ville et les Amis du Poulain notamment. Voilà. Donc moi je pense que aujourd'hui les associations elles sont soignées à Pézenas. Après il peut y avoir des raisons sur certaines associations de réduction de subvention ou pas. Bon, ça c'est à débattre avec l'adjointe aux finances en particulier, et puis derrière, donc on peut en redébattre selon la qualité la manière dont vous jugerez la qualité des retours qui vous seront faits, pourquoi pas. Après, travailler plus sur la construction et l'analyse des dossiers associatifs, moi ça me gêne pas, en amont. Annick, tu veux réagir ? Pas sur les sujets associatifs donnés, parce qu'on parle en général sur la procédure d'attribution. C'est conforme à ce que tu as dit, il y a des évolutions qui font que on a été amené effectivement à gérer une subvention pour 2 associations. Concerne quand même Patrimoine, Métiers, Solidarité, qui est la fameuse affaire franco-africaine évoquée par Armand. C'est terminé, donc cette année il n'y a plus de demandes et on basculera les aides sur une nouvelle association qui travaille en direction de Madagascar. Voilà. On en reste là, donc sur ces propositions, attribution de subventions de fonctionnement exceptionnelles, donc je les maintiens. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc le point suivant concerne la rectification d'une erreur d'imputation après clôture de gestion budget commune. Donc on informe le conseil municipal qu'une erreur d'imputation a été commise concernant la comptabilisation. Je ne sais plus dire comptabilisation, de subventions relatives au plan communal de sauvegarde. Donc on vous a présenté les écritures rectificatives qui sont non significatives, 1 500 €. Ces subventions constituent des ressources d'investissement. Bon, vous avez vu comment ça devrait être imputé, etc. Donc on vous demande tout simplement, dans le cadre du respect de la norme M14, la régularisation des subventions, et il vous est soumis l'approbation de cette régularisation.
Est-ce qu'il y a des observations particulières sur ce point? Qui est contre? Qui s'abstient? Le point suivant concerne la formation professionnelle et le contrat de partenariat avec le lycée professionnel agricole Charles-Marie de la Condamine et l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole Montpellier-Orbéro. Donc il s'agit tout simplement de reconduire pour l'année scolaire 2016-2017 la convention qui nous lie. Voilà, donc jusqu'ici, il y a toujours la mise à disposition du site de Cassel-Sec, du Camp Hôtel. Voilà, rien de particulier. On remercie d'ailleurs les lycées pour la qualité du partenariat qui est tissé, qu'on vient de revoir avec notre conseillère départementale au niveau de l'APP. Donc il y a vraiment un lien fort. Oui. Je ne veux pas vous couper, mais pour une question pratique, c'est une convention qui revient souvent. Il n'y a pas possibilité de faire une convention pluriannuelle qui serait sur plusieurs années. C'est pas que ça soit lourd pour le conseil municipal, mais je présume que ça fait un supplément de travail au service ici comme au lycée professionnel. Ça pourrait être des conventions de 3 ans ou 6, même pour la durée du mandat. Alors peut-être que selon les impératifs pédagogiques, elles peuvent évoluer. C'est peut-être pour ça qu'il faut les reprendre chaque année, mais oui, mais quand une ville change de maire, elle reste liée par ses engagements. Donc c'est pareil pour un proviseur. Je ne me trompe pas, madame l'ancienne proviseur. On va demander à nos services de répondre pour savoir s'il y a une objection particulière. C'est vrai qu'on nous les présente comme ça. C'est vrai que c'est très lourd parce qu'il y a beaucoup de parties prenantes, donc beaucoup de signataires. Et c'est peut-être... voilà, je vous laisse répondre. Sur ce Philippe. point, je pense que c'est surtout les établissements d'enseignement qui sont demandeurs de le faire chaque année, parce que peut-être ils ont des modifications dans leur planning ou dans les classes qui vont être concernées. Après, on leur posera la question, mais souvent, pour assister aussi à des conseils d'administration de collège, souvent on repasse systématiquement chaque année les mêmes demandes, les mêmes contrats. Alors, cela dit, on peut le demander effectivement, puisque il y a une répétition, donc on le demandera pour voir si on peut les établir sur une durée plus longue. Oui, d'autant que c'est très lourd, donc si on peut éviter, c'est une bonne proposition. Merci. Donc sous cette réserve, on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le point suivant, ce sont les instituts. Donc l'approbation du procès-verbal. Ah bon? On l'a mis en point 10. Du conseil municipal du 15 septembre. Est-ce qu'il y a des observations particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Le point suivant concerne les intercommunalités avec le rapport annuel d'activité 2015 de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée. Donc vous avez été destinataire de ce rapport d'activité, des comptes administratifs de la communauté d'agglomération, avec un magnifique CD-ROM transmis par notre communauté. Est-ce qu'il y a des observations particulières, des compléments d'information que veut apporter notre vice-président à l'agglo? Donc je vous propose de ce rapport annuel, il faut le voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, donc sur le point suivant concerne la mise en conformité des compétences de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée au regard des nouvelles dispositions législatives avec l'approbation des statuts. Vous savez que la loi NOTRe a amené à avoir des évolutions des compétences obligatoires au titre de 4 avant le 1er janvier 2017 qui concerne l'ajout de la politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire, ainsi que la promotion du tourisme dont la création de l'office de tourisme dans le groupe de développement économique, un nouveau libellé de la compétence obligatoire au transport urbain incluse dans l'aménagement de l'espace, la suppression de l'intérêt communautaire pour certaines compétences et le choix parmi 7 groupes de compétences optionnelles au lieu de 6 précédemment. Donc dans ce cadre-là, en date du 19 septembre dernier, le Conseil communautaire donc, a choisi de mettre à jour ses statuts avant le 1er janvier 2017, conformément à la loi, à l'article donc, du Code général des collectivités territoriales ad hoc, et a notifié par courrier le 29 septembre à l'ensemble des communes adhérentes les projets de statut de la communauté d'agglomération. Donc je vous expose que
conformément à l'article L 5211-17 du CGCT, les statuts ne peuvent être modifiés que par délibération concordante du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes dans les conditions de majorité qualifiée, c'est-à-dire les 2/3 des communes représentant plus de 50% de la population ou la moitié des communes représentant plus des 2/3 de la population. Donc dans ce cadre-là, je vous propose d'approuver les modifications statutaires qui ont été adoptées par la CAM à compter du 31 décembre 2016, conformément aux évolutions de la loi nouvelle organisation des territoires de la République, et de m'autoriser à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire. Est-ce qu'il y a à ce niveau-là des observations particulières ou des compléments d'information souhaités? Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le point suivant concerne les ressources humaines, la modification des critères d'ouverture du compte épargne-temps. Donc il vous est rappelé que nous avons mis en place un compte épargne-temps. Philippe, tu veux en dire 2 mots? Oui, c'est une modification qui, auparavant, on demandait aux agents de capitaliser 20 jours de congé pour pouvoir les mettre au profit du compte épargne-temps. Aujourd'hui, à partir du premier jour de congé, ils peuvent le mettre au compte épargne-temps. Mais par contre, on demande aussi aux agents de prendre au moins 20 jours de congé annuel, parce qu'avant, c'était pas le cas. Des fois, ils en prenaient un petit peu moins. Donc, on leur demande au moins de prendre 20 jours de façon à ne pas capitaliser un nombre de jours important. Mais enfin, il faut savoir aussi que le compte épargne-temps, au bout de 60 jours, il sature. Voilà. On en a parlé en comité technique le 28 septembre. Voilà, s'il y a des questions. Bon, qui est contre? Qui s'abstient? Après, le point numéro 14, c'est la modification des critères de l'entretien et d'évaluation des catégories A et B. Pour les catégories C, il y avait un point qui faisait état d'objectifs pour l'année à venir. Pour les catégories A et B, il n'y avait pas ce point ne figurait pas sur l'entretien d'évaluation. Donc on a décidé de le rajouter aussi pour les catégories A et B. Voilà. Vous avez vu d'ailleurs le modèle qui a été à votre disposition. Voilà. Qui s'abstient? Qui est contre? Après, ensuite, point numéro 15, ça concerne la garantie maintien de salaire. Bon, vous avez pris connaissance là de ce qui est écrit, mais je vais vous donner un exemple beaucoup plus lisible. Aujourd'hui, un agent qui gagne 1 300 € net cotise 15 € à la mutuelle nationale territoriale. C'est-à-dire que ça correspond à 1,04% de sa masse salariale. Mais compte tenu de l'évolution des cas de maladie, pas uniquement au niveau de la mairie, au niveau national, la mutuelle nationale territoriale a décidé d'augmenter donc cette cotisation à chaque agent. Donc au lieu de cotiser à 1,04, elle passerait à 1,75. Donc ce qui représenterait une somme de 25 € au lieu de 15 mensuels. Voilà. Donc, par contre, la mutuelle nationale territoriale nous propose de participer à la ville à hauteur de 1 € par agent et de descendre la cotisation à 0,92, ce qui correspondrait donc pour un agent qui gagne 1 300 € à une cotisation de 14 € net et 1 € de la ville. Donc ça ferait un gain de pouvoir d'achat pour les agents avec la garantie de maintien de salaire à 90% du salaire. Oui. Juste une question. Les agents sont automatiquement à la mutuelle nationale territoriale? Il n'y a pas d'automatisme? Non, mais bon, ils ne sont pas obligés aussi de cotiser à cette mutuelle nationale. Hein. Ils ne sont pas obligés. Hein. Ça, c'est comme dans la fonction publique nationale, c'est la même chose. Voilà. Ils ne sont pas obligés. Voilà. Enfin, en cotisant, évidemment, quand ils tombent malades, ils ont 90% du salaire assuré. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient?
Ensuite, le point numéro 16. Alors, c'est comme l'année dernière, hein, c'est la même chose aussi. C'est une convention avec les commerçants de la ville pour l'achat des cadeaux de Noël au personnel municipal. La ville adhère à un COS depuis quelques années maintenant. Et le COS, pour les enfants qui sont nés entre 2006 et 2016, donne 30 € à chaque enfant. Et la ville, elle, donne 40 € pour les enfants qui sont nés entre 2002 et 2005. Alors, dans un souci d'équité, pour que tous les enfants des agents de la collectivité touchent 40 €, donc on donne 10 € supplémentaires, nous, aux agents qui sont, aux enfants des agents qui sont nés entre 2006 et 2016. Voilà. Et c'est une convention qui avait été passée l'année dernière aussi. Voilà. Il y a des questions? Non? Bon, qui est contre? Qui s'abstient? Voilà. On va passer au point numéro 17. Allez, c'est un tour. Point 17. Donc c'est la révision générale du plan local d'urbanisme. Donc là, aujourd'hui, on a une volonté d'affiner et de renforcer notre document, je dirais majeur, hein, qui est en termes de projet de ville, qui est le plan local d'urbanisme. Donc on vous a transmis une note de synthèse, hein, permettant d'aller vers cette révision générale avec des conditions claires qui ont été inscrites, donc la mise en valeur de l'aspect historique de Pézenas par la valorisation du patrimoine architectural, notamment sa concordance avec les entrées de ville et les franges urbaines, l'intégration dans un projet d'ensemble du patrimoine historique présent sur l'ensemble du territoire communal, le développement de la continuité écologique. Donc en fait, vous savez que depuis que nous avions mis en révision le PLU, nous avions des évolutions au niveau de l'adaptation notamment du SCOT à la loi Grenelle 2. Donc il faut à ce niveau-là se retrouver avec nous on a pris en compte dans ce cadre-là la valorisation de la vallée de la Peine, avec dans la partie urbaine le projet qui sera un projet essentiel pour nous, c'est la renaturation de la rivière Peine au sein de la commune. Nous avons donc derrière travaillé sur la liaison avec l'opération de Saint-Christol en préservant donc l'intérêt ornithologique de la vallée, parce que historiquement il y avait sur la vallée de la Peine une zone d'intérêt, une ZICO, une zone d'intérêt ornithologique qui était plus d'ailleurs sur la commune de Caux que sur la commune de Pézenas. On a cette réflexion qui ira finalement flirter via Saint-Christol avec le secteur de la Grange des Prés, où nous avions à l'époque un grand amateur d'ornithologie, un ornithologue réputé qui était François Hu, et qui, voilà, donc certainement donc aurait été sensible à ce type de démarche. Donc derrière, donc, nous avons réalisé une étude environnementale complète sur l'ensemble du secteur Saint-Christol-les-Moulières, qui doit être intégré dans le futur PADD et éventuellement complété avec des autres zones pour mettre en valeur la valorisation écologique de l'ensemble du territoire communal comme un axe structurant du futur PADD, en intégrant notamment, et je parle sous couvert d'Alain Grenier, la zone Natura 2000 qui concerne donc la protection des chauves-souris, hein, sur le secteur que nous appelons de l'aqueduc, le secteur de Saint-Christol. Également, il faudra du Larzac. Il faudra que, donc, entre la mer des Fontaines et Pézenas, vous savez que cet aqueduc est habité par des espèces de chauves-souris qui sont extrêmement rares et particulièrement représentées de manière importante à Pézenas. Ce sont les populations les plus importantes pour certaines espèces du Languedoc, de l'ex-Languedoc-Roussillon. Également, donc, nous devons travailler sur la continuité urbaine en intégrant l'opportunité de terrain de grand jeu et en intégrant la mise en valeur des zones inondables inconstructibles. Donc le PADD devra aussi totalement intégrer la valorisation des déplacements doux, tant au cœur de l'urbain, avec en cœur de ville une mise en œuvre d'une piétonisation accrue,
sur laquelle on a commencé à travailler, hein, avec une révision donc du plan de circulation, de la avec la réflexion sur la piétonisation du cours Jean Jaurès qui est vraiment à l'ordre du jour aujourd'hui. Le long de la traversée urbaine, au niveau du faubourg des Cordeliers, du carrefour de la Paix, le long de l'axe commerçant, cœur de ville, avenue de Verdun, zone désert, Saint-Martin. Également donc travailler sur le développement économique et socio-culturel de la ville, qui doit trouver sa place à l'intérieur des objectifs définis par le futur PADD, notamment par l'intégration d'un pôle non touristique au parc Lépine. Point d'interrogation, ça c'est une réflexion, et une réunion est prévue sous quinzaine, donc on sera fin de mois ou 1er décembre avec la SAFER qui porte un projet, et la municipalité de Caux et la communauté d'agglomération, la région. Il y a déjà eu des réunions de préfiguration des projets. Donc cette volonté de travailler sur le parc Lépine, elle est à intégrer. En sachant qu'on sera extrêmement vigilant sur ce qui pourra se passer, par l'évolution de la synergie du pôle Saint-Martin et du quartier Saint-Christol, tant avec le cœur de ville qu'avec les objectifs fondamentaux du PADD, en favorisant l'intégration de ces pôles dans le cadre d'un projet urbain d'ensemble. Également, donc, le développement du cœur de ville par la voie du renforcement commercial et de la restauration urbaine, en confortant son rôle de centre urbain et naturel qui dépasse très largement les limites de notre commune. Je vous rappelle qu'on fait partie des cœurs de ville qui ont été vraiment retenus avec Cahors comme exemple au niveau de la nouvelle région Occitanie, par la préfecture de région, par M. Mailloux et par Yves Doge, qui est le responsable de la mission donc, sur les centres anciens confiée par le Premier ministre. La prise en compte de la richesse de notre ressource en géothermie pour favoriser une meilleure politique énergétique et intégrer au mieux les nécessités de la communication numérique. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de smart cities, on parle beaucoup de nouvelles technologies. Il faut aussi que Pézenas soit dans cette démarche-là. Et peut-être qu'on peut être une smart city particulière par notre patrimoine et par le supplément d'âme qu'on veut dégager au niveau de la ville de Pézenas avec cette richesse humaine qui existe sur notre petite ville. Enfin et surtout, les fondamentaux du développement de notre ville, l'histoire, la culture, un patrimoine naturel d'excellence, et en faisant donc pour cela le travail sur le bien-être, le bien-vivre, dirait d'autres, à Pézenas, qui est au cœur de nos préoccupations. Donc aujourd'hui, on a ce PADD qui correspond à une préfiguration. Il faut bien évidemment qu'on y travaille ensemble, qu'on le complète. Je pense que la réflexion que nous devons avoir doit aussi s'étendre au périmètre carrier, parce qu'il y a actuellement des pressions sur les réouvertures des carrières. Je crois qu'il faudra qu'on soit vigilant sur le plateau de Nizas par rapport à ça, éviter qu'on ait demain des risques d'ouverture de carrière, parce que ça serait un conflit majeur avec le développement, je dirais, viticole de Pézenas et le développement touristique de la ville. Donc là, il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Et je dirais, il y a un élément qui ne peut pas être porté ici dans les axes de travail et de réflexion, mais qui a aussi induit cette demande de révision générale du plan local d'urbanisme. C'est le fait que l'été a été le lieu de publication de la nouvelle loi sur la création, l'architecture et le patrimoine. Et donc, nous avons maintenant des outils de gestion de notre patrimoine historique qui ont fortement évolué et qui vont ipso facto, même s'ils ne sont pas, ils sont exclus expressément, je dirais, de la démarche de PLU, mais interagir avec la démarche de révision du PLU, puisque si nous avons demain une extension importante du secteur sauvegardé de la ville de Pézenas, qui est maintenue depuis la promulgation de la loi CAP du 8 juillet, mais derrière, il est évident que cela va avoir des effets importants sur la définition des zonages et la définition de la carte du territoire pour la ville de Pézenas. On a choisi, vous l'avez vu, une vision extensive du futur plan de sauvegarde et de mise en valeur qui va effectivement être un élément important, impactant
de notre problématique de développement urbain et des outils juridiques que nous pouvons mettre en œuvre dans le cadre du plan local d'urbanisme. Donc ça aussi, c'est un élément important, essentiel. C'est pourquoi on vous propose de prescrire la révision générale du PLU, que l'élaboration porte sur l'intégralité du territoire de la commune, que la concertation soit mise en œuvre selon les modalités qui vous ont été indiquées, que derrière vous me donniez autorisation pour signer les contrats venant convention de prestation et de services pour l'élaboration du PLU, et que nous demandions à l'État une dotation allouée à la commune pour nous épauler dans la démarche d'élaboration du plan local d'urbanisme conformément à l'article L 121.7 du Code de l'urbanisme, et également bien évidemment demander l'aide financière des partenaires naturels comme le conseil départemental. Voilà, donc la délibération sera notifiée aux personnes publiques mentionnées aux articles ad hoc du Code de l'urbanisme. Et donc, vous savez quels sont ces partenaires qui sont listés dans le cadre du projet de délibération qui vous a été transmis. Voilà, donc ça c'est le point 17 de l'ordre du jour qui, je le suppose, va appeler quelques observations. Vous supposez bien. Tout d'abord, il nous paraîtrait plus logique dans l'ordre du jour que le point 18, abrogation de la délibération du 28 juin 2016 portant prescription de la révision allégée numéro 1 du PLU, soit débattu et délibéré avant ce point 17 qui porte sur une révision générale. Donc, interrompons la délibération sur le point 17 et attaquons le point 18 et on reviendra à la 17 après, pas de problème. Donc le point 18, abrogation de la délibération du 28 juin 2016 portant prescription de la procédure de révision allégée numéro 1 du plan local d'urbanisme. Donc en fait, vous savez que nous avions, par délibération du 28 juin 2016, approuvé la prescription de la révision allégée numéro 1 du plan local d'urbanisme, suivant en cela le conseil de monsieur le préfet de l'Hérault. Donc suite à l'approbation du PLU par le conseil municipal le préfet de l'Hérault, donc par courrier du 8 juin 2016, avait conseillé d'envisager à très court terme la prise d'une délibération engageant la réduction significative du secteur de Bonneterre passant du zonage 2 à UE, zone future d'activité économique et commerciale, à un zonage A agricole par une procédure de révision allégée. Donc sur les conseils réitérés de la DTM et après une réunion avec la direction des services techniques de la ville, il a été proposé au conseil le 28 juin 2016 la délibération évoquée. Ça avait donné lieu à des révisions, à des réunions effectivement intéressantes. Donc après analyse, après avis de monsieur le préfet de l'Hérault, donc aujourd'hui on nous dit mais finalement il y a une demande qui a été faite par l'opposition municipale, donc j'avais consulté le sous-préfet parce que c'était sur ces conseils quelque part que nous avions prescrit cette révision allégée. On nous dit oui effectivement il n'y a pas de problème, vous pouvez sans qu'on vous en veuille retirer cette révision allégée. Comme pour nous, la procédure qui nous semble la plus adaptée est la modification. Si nous avons à procéder à des évolutions, nous procéderons par modification. Donc, en conséquence, nous nous retrouvons sur une même ligne avec l'opposition municipale. Et donc, aujourd'hui, je propose, avec, je dirais, sans état d'âme, l'abrogation de la délibération qui a été préalablement proposée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on retire une délibération qui est une révision allégée et derrière, de toute façon, nous irons vers une proposition qui sera une proposition encore plus allégée qui s'appelle la modification et qui, elle, correspond effectivement à des critères, à notre avis, plus adaptés. Simplement, donc, on avait choisi d'aller dans ce sens-là parce que la pression de la DDTM, pour parler clair, était d'évaluer plutôt positivement la procédure de révision allégée et de nous prescrire d'aller dans ce sens-là. Bon, on est sur la même longueur d'onde, donc aujourd'hui, je vous propose l'abrogation de la délibération du 28 juin 2016, ce qui nous amènera à avoir prochainement un nouveau conseil qui proposera, mais en ayant travaillé le dossier avec, je dirais, le maximum de finesse, c'est pour ça que je ne veux pas le présenter aujourd'hui, la modification du plan local d'urbanisme. Voilà, j'ai pour ma part fini sur le point 18. La parole est aux personnes qui souhaitent la prendre. Vous êtes dans votre intervention plus complet que ce qu'était la délibération, puisque la délibération avait
réussi à ne pas mentionner le fait que l'opposition municipale, le groupe minoritaire, s'était aperçu que vous aviez fait, peut-être par l'intermédiaire du préfet, une erreur de procédure quant à la procédure retenue pour la modification la révision allégée du coût du PLU, qui consistait à ouvrir ou à réduire en tout cas une partie du tenement de bonne terre, à modifier ce qui avait été prévu dans le PLU. Je crois que chacun aurait pu s'apercevoir, et notamment votre conseil juridique, puisque vous en avez un qui suit, je crois, les dossiers d'urbanisme, que l'article que vous citiez mentionnait au contraire pas la réduction d'une zone urbaine pour gagner en zone agricole, mais mentionnait la réduction de zone agricole pour gagner en zone urbaine. Ce que l'opposition municipale a pu faire, largement, vous auriez pu le faire. Je crois que ça relève surtout d'un entêtement à imposer ce projet de bonne terre, alors qu'en travaillant ce conseil municipal, nous nous sommes aperçus que des différents courriers de la préfecture, celui qui a incité à cette révision allégée, bien que la préfecture ne mentionnait pas quel article il vous fallait utiliser, mais celui donc du 8 juin 2016, si je ne me trompe pas, celui aussi du 16 février 2016, soit peu de temps après l'adoption, l'adoption du PLU, vous indiquez que ce PLU souffrait d'insécurité juridique parce qu'il maintenait dans son cadre, dans ses projets, le projet de centre commercial de Bonne Terre, c'est écrit comme ça, insécurité juridique. Et il faisait référence à un autre courrier qui est un courrier du 22 juin 2015, à la suite de 2 jugements du tribunal administratif de Montpellier du 28 mai 2015, qui vous invitait à vous assurer que ces jugements seraient respectés dans le cadre de l'élaboration future du PLU. Il faut savoir que le 22 juin 2015, certes, nous avions arrêté déjà en conseil municipal le PLU, mais nous n'étions pas allés ni à l'enquête publique, ni à une approbation définitive, donc le PLU aurait pu être corrigé. Et chaque fois qu'il y a eu un débat en conseil municipal sur le PLU, le groupe que nous sommes, les 7, vous ont mentionné l'insécurité juridique et le non-respect des décisions du tribunal administratif de Montpellier sur Bonne Terre. Et il y a réellement un entêtement à maintenir ce projet, alors qu'il a été condamné à justice, qu'aujourd'hui il vous oblige à retirer une délibération, et je crois qu'on ne le fait jamais quand même avec joie, parce qu'on perd du temps. Vous me direz que quand on parlera de la révision générale, peut-être on listera les allers-retours qu'il y a eu sur l'urbanisme à Pézenas, et on verra que du temps on en a perdu. Mais je crois qu'il serait plus logique, plus respectueux de la décision de justice, de prendre en compte qu'elle condamnait Bonne Terre à la fois sur la forme et sur le fond, à la fois sur son dimensionnement et sur son positionnement, et retirer ce projet du PLU pour qu'il ne souffre plus de cette insécurité juridique, parce que c'est l'ensemble du PLU qui est menacé et qui demain pourrait être condamné à justice. Monsieur Nicole va faire le retour sur ces observations et je compléterai. C'est bon ? Oui, ça marche. Donc, pas si ce n'est entrer dans le détail, hein, effectivement, l'article qui est indiqué, c'était le 153-34, et cet article, qui est l'article de la révision dite allégée, ne correspondait pas, après une analyse un petit peu plus forte, à ce que les services de la DDTM, donc qui conseille le préfet, puisque le préfet ne fait que valider des conseils qui lui sont donnés par ses services. En l'occurrence, là, c'est ceux de la DDTM de Béziers. Donc cette analyse plus approfondie montre que l'article et la révision allégée n'est pas la procédure adéquate pour une diminution de zones à urbaniser. Donc, en conséquence, effectivement, il convient d'abroger cette délibération de manière simple et de prendre la procédure idoine, qui est celle de la modification de droit commun qui se trouve à l'article L151-41 du Code de l'urbanisme et qui, lui, permet donc de procéder à la réduction de zones à urbaniser dans le document d'urbanisme. Voilà, donc c'est assez technique. Bon, on remplace une procédure par une autre. Alors, sur un plan plus général, je dirais, de toute façon, nous, on était dans une logique où on a discuté avec l'État.
On a eu des allers-retours par rapport à ça et des discussions qui étaient très enclines à aller vers la révision allégée, qui ne nous semblait pas être a priori la plus pertinente. Bon, on est allé vers là pour travailler sur le dossier, essayer de faire avancer les choses. Bon, de toute façon, aujourd'hui, en parallèle, ça a permis de peaufiner le projet une fois de plus. On a réduit le projet, je dirais. Quand on dit le tribunal administratif, c'est là-dessus que je souhaitais que Philippe Nicole intervienne. Mais je pense que quand on a dit le tribunal administratif a retoqué le projet, c'est pas le même projet. Philippe, j'aimerais que vous nous en disiez 2 mots. Alors, sur la décision du tribunal administratif de 2015, elle est un peu expéditive puisque le juge déclare manifestement illégal, une erreur manifeste d'appréciation, le projet. Donc pour des questions relativement techniques de surface commerciale, il y avait peut-être d'autres motifs dans le cadre de du contrôle de légalité exercé par le juge administratif, mais il a pris un jugement extrêmement large, et donc c'est la dimension du projet qui est mise en cause. Rien n'indique qu'un projet plus réduit ne serait pas accepté par le même juge administratif. Donc c'est surtout le dimensionnement du projet, donc c'est ça qui est mis en cause, la zone qui est de chalandise qui est prise en compte apparaît excessive au juge administratif, et donc il considère qu'il y a une erreur manifeste d'appréciation par la collectivité sur l'utilité de ce projet au regard de l'intérêt général. Un projet plus petit, un projet réduit pourrait tout à fait être accepté puisque c'est vraiment cette question du dimensionnement qui est en cause. Or, le projet a été considérablement réduit et donc on est aujourd'hui plus dans les logiques qui ont présidé derrière la décision de justice. Donc, dans tous les cas, de toute façon, ça correspond à ce qu'on voulait retrouver sur la ville, c'est-à-dire une extension qui soit une extension raisonnée et raisonnable. Suite aux discussions, on a pu trouver avec la nécessité de faire évoluer la ville, donc des possibilités de travailler de façon plus contractée et plus mesurée. Aujourd'hui, on représente un dossier qui a progressé, qui a avancé, et il sera présenté dans le cadre d'une modification. À un moment, moi, ce que je vois, c'est que les projets sont importants pour garder une vitalité à Pézenas. Après, il faut arriver à présenter ce projet le plus rapidement possible. Donc, c'est pas de l'entêtement. Ça serait de l'entêtement si on présentait le même projet. Or, on présente un projet qui est 2 fois divisé par 2 et plus par rapport au premier projet. Donc, c'est un projet qui a été retouché, qui a été amendé, qui aujourd'hui est travaillé et continue à être travaillé pour être en relation avec la ville de Pézenas et en relation avec les autres projets de la ville de Pézenas et la vitalité du cœur de ville de Pézenas sans être destructeur. Et tout ça est en marche, tout ça avance, tout ça se fait dans des conditions qui sont des conditions qui nous permettront au prochain conseil municipal de débattre dans des conditions sereines d'une modification du plan local d'urbanisme. En ce qui concerne la procédure de révision allégée, bon, moi je veux dire, à un moment, on a eu l'entêtement n'était pas chez nous, on nous a dit il faut que ce soit une révision allégée, il faut que ce soit une révision allégée. On est allé vers une révision allégée avec une mesure quand même, on n'est pas bégueule, et avec une mesure de la fragilité de la révision allégée qui fait que des observations ayant été faites, nous venons vers ce qui nous semblait être initialement la solution, je dirais, logique et naturelle, qui est la modification du plan local d'urbanisme. Donc on va vers ça. Moi, ce qu'il faut, c'est que les projets avancent maintenant, que la ville de Pézenas soit en capacité d'évoluer, parce que nous avons une ville qui a besoin de logements, qui a besoin d'activités, qui a besoin d'équipements de loisirs, qui a besoin vraiment d'avancer. Donc soyez assurés de ma volonté, non point d'être entêté, mais de faire avancer la ville, et on la fera avancer, et par la révision générale du plan local d'urbanisme, tout en travaillant
dans le cadre d'une concertation nouvelle avec la population, et je crois que cette révision générale nous permettra de revenir vers la population de la ville pour débattre et discuter du projet. On l'a déjà fait, on va le refaire en intégrant de nouvelles choses, mais aujourd'hui la vie des documents d'urbanisme, c'est une révision permanente pour moi, et ça s'imposera de plus en plus parce que nous sommes nous-mêmes assujettis à des supradocuments qui sont le SCOT, qui sont le PLHI, qui sont les schémas régionaux divers et variés, n'est-ce pas, madame je crois qu'à un moment donné, nous avons impérativement à faire vivre des documents d'urbanisme. Donc là, on relance une démarche qui va elle-même relancer une concertation de la population et qui nous permettra d'être au plus près de la population. Et je précise qu'en parallèle avec ces relances de révision générale du plan local d'urbanisme et cette demande de modification, seront amorcées dès le mois de décembre des réunions de quartier pour permettre au niveau de la ville de Pézenas de rencontrer l'ensemble des habitants en même temps sur les problématiques qui pourront les intéresser sur la gestion, je dirais, de la ville, et en même temps sur les problématiques de quartier. Donc entre décembre, janvier et février, il y aura beaucoup de réunions avec la population pour discuter et débattre de l'avenir de Pézenas. Et cette révision générale, c'est un des éléments qui va nous permettre d'être au contact des habitants pour construire le Pézenas de demain, mais le construire maintenant rapidement, parce que effectivement, on peut faire l'histoire, on peut regarder, on a beaucoup écouté, beaucoup entendu, une opposition qui a beaucoup résisté et qui a fait un rôle effectivement, je dirais, d'annulation extrêmement porteur, mais en attendant, Pézenas ne bouge pas. Donc moi, ma volonté, c'est que Pézenas bouge, que Pézenas avance, que Pézenas progresse, parce qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui en demande, il y a même des gens qui sont en souffrance, qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de logement, et qui ont besoin aujourd'hui de trouver des réponses par rapport aux problématiques que l'opposition municipale souvent bloque. Je m'attendais à l'option de facilité, mais quand même, celui qui vient d'expliquer qu'il avait retenu une proposition allégée, qu'il savait fragile, mais qu'il l'avait retenue quand même, prenant donc le risque d'attaquer, qu'elle soit attaquée in fine après 6 mois, un an et demi de travail, et qu'elle soit annulée, c'est vous. Quand on prendra les dates des allers-retours de votre chef sur le plan local d'urbanisme à Pézenas, on verra qui bloque ou qui bloque pas. D'ailleurs, je vais vous faire remarquer, et vous l'avez même souligné, que l'opposition a plutôt été constructive sur ce point-là. Elle n'a pas attaqué en justice, elle a fait un recours gracieux. Recours gracieux, d'ailleurs, vous nous dites que la préfecture, elle, était entêtée. La préfecture, elle n'a pas été entêtée, monsieur le maire. La préfecture, elle a déposé un recours gracieux contre le plan local d'urbanisme de Pézenas. Donc elle sait que ce plan est fragile juridiquement, ce où vous n'avez pas voulu nous écouter. Et ce qui est encore plus grave, c'est que ce conseil municipal n'a jamais été informé que la préfecture avait déposé un recours gracieux contre le plan local d'urbanisme de Pézenas. Alors qu'on l'a amené à prendre des décisions à la suite de ce recours gracieux, jamais le conseil municipal, ou en tout cas les 7 que nous sommes, peut-être qu'il y a une différence d'information, n'a été informé. Et ce problème de transparence, il se retrouve souvent dans les dossiers municipaux. Et c'est ça aussi qui aujourd'hui fait qu'on fait des allers-retours, qu'on est obligé d'abroger une délibération qui est prise. Certes, vous saviez que c'était fragile, mais vous y êtes allé. Pourquoi y aller alors que vous savez que c'était fragile? Pourquoi pas choisir une autre option? Pourquoi perdre du temps? Faire travailler les services pour rien? Pourquoi payer un conseil juridique si il vous envoie sur une voie qui est fragile? C'est vous qui faites perdre du temps et de l'argent à cette ville. Pourquoi on y est allé? Parce que de toute façon, aujourd'hui, on avait effectivement une démarche qui était préconisée par l'État, clairement, et donc on est allé dans le cadre d'une démarche qui a été préconisée par l'État. Donc la DDTM, on a eu plusieurs discussions. La volonté de la DDTM était clairement, et nous avons une réunion avec le directeur départemental des territoires et de la mer, c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, on commence à marcher un peu, la volonté a été clairement, de nous dire, allez vers une révision allégée, il faut faire une révision allégée, pas une modification. Voilà. Donc derrière, moi je peux revenir vers l'opposition pour dire la DDTM m'a dit aller vers une révision allégée et pas vers une modification, mais c'est pas possible. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on avance. Et je dis, on a une responsabilité collectivement. Je le dis pas pour attaquer l'opposition, je suis peut-être passionné et j'ai envie que ça avance et que ça évolue, mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons une responsabilité collective pour répondre. Et quand je dis l'opposition, je pense qu'aujourd'hui, les oppositions municipales,
dans le contexte dans lequel nous sommes, elles ont intérêt aussi à travailler de façon plus solidaire par rapport à ceux qui ont la majorité. Parce qu'on travaille tous pour la ville. Et c'est ça qui, aujourd'hui, me préoccupe. Moi, la volonté que j'ai aujourd'hui, c'est de faire avancer Pézenas. C'est de faire avancer Pézenas avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on est en responsabilité, on a la capacité d'agir, on a la volonté d'agir. Aujourd'hui, on a la volonté que les gens aient des réponses à leurs problèmes. Et on a travaillé dans le sens d'une demande qui était formulée très clairement et de manière très directe par la direction départementale des territoires de la mer. On est allé dans cette logique-là. On veut que ce projet aboutisse, c'est clair. On a écouté, réduit la voilure de manière très importante par rapport à ce projet. On va continuer à travailler sur ce projet. Il n'y a pas de problème, on va aller vers une modification. En ce qui concerne le plan local d'urbanisme, oui, on va travailler. Oui, on va faire la concertation. Oui, on va discuter. On va aller vers la population. Puis à un moment donné, on a besoin de tout le monde pour réussir. Et pour réussir pour Pézenas. Et je crois qu'il y a des projets qui doivent être des projets œcuméniques, parce qu'à force d'en arriver à faire des oppositions, qui soient des oppositions, frontales et systématiques, mais on bloque la ville. Et c'est ça qui, aujourd'hui, me rend, plutôt négatif. Je pense que nous avons besoin réellement de retrouver une solidarité pour construire le Pézenas de demain. Alors après, sur les méthodes, sur l'organisation, oui, mais on a beaucoup les services ont du boulot, les services travaillent. Si on a fait des modifications, pas des modifications, mais des révisions allégées, ça a entraîné aussi des discussions, mais on a essayé de se mettre en ligne par rapport à la demande de la DTM. Bon, on ne réussit pas, on est aujourd'hui fragile, on va écouter le recours gracieux parce qu'il nous semble pertinent. Mais derrière, il faut qu'on avance. Je lance aujourd'hui un cri d'alerte par rapport aux projets municipaux. Il faut que nous avancions. Donc on va voir les allers-retours, mais ces allers-retours, c'est pas des allers-retours qui sont faits comme ça. C'est pas parce qu'on est des girouettes. C'est parce qu'à un moment donné, on a écouté la population, on a entendu les gens. Et on a derrière amendé des projets pour être dans le cadre d'une ville de Pézenas, qui est une ville qui réclame souplesse et doigté dans sa gestion et qui réclame un maximum d'écoute par rapport aux gens. Je crois que ça a été fait et c'est ce qui peut expliquer derrière ce qui aujourd'hui pourrait être assimilé à des façaillements dans le cadre de la gestion des projets d'urbanisme. Mais soyez assurés de la résolution que nous avons aujourd'hui à conduire ces projets parce que nous avons à loger les Picénois. Nous avons à les faire travailler. Nous avons ensemble la responsabilité de faire que demain, il y ait toujours plus de qualité de vie à Pézenas. Et la qualité de vie, ça passe d'abord par les problèmes de logement, ça passe d'abord par les problèmes d'activité, ça passe par les problèmes de santé aussi qui ont été évoqués récemment et où on a posé la question dans le sens de ce qui avait été évoqué ici en conseil municipal, qui me semblait une bonne idée. C'est pour ça que j'avais fait acheter à l'époque le bâti par l'hôpital de Pézenas pour la maison médicale de santé, etc., etc. C'est ça la qualité de vie. Et c'est cette qualité de vie qu'on doit construire ensemble. Et c'est essentiel, et il faut continuer dans ce sens-là. Et je dis, à aujourd'hui, nous avons sur la ville de Pézenas un projet qui est un projet, je pense, construit, qui va être à nouveau débattu. Et dans le cadre de la modification du plan local d'urbanisme, vous aurez des propositions qui seront faites, on verra comment vous réagirez. Dans le cadre de la révision générale du plan local d'urbanisme, on va faire des propositions. Nous allons être force de proposition et on verra comment vous réagirez et la population de Pézenas réagira. J'en dis pas plus et je souhaite qu'effectivement on puisse tous avancer. Moi je regarde pas derrière, je regarde devant dans l'intérêt des Picénois et je dis aujourd'hui, je vois et nous pouvons tous voir le nombre de gens qui viennent nous voir parce qu'on n'a pas de solution à de nombreux problèmes qui sont des problèmes de vie. Et ça, il faut qu'on puisse répondre parce que ce n'est pas les petits jeux, je dirais, qu'on pourrait être amené à conduire, mais à un moment donné, ils se font sur le dos de qui? Ils se font sur le dos des habitants. Et ça, je ne le souhaite pas. Parce qu'après, ça mène à ce qu'on a eu hier aux élections américaines. Je veux dire, la dérive, mais oui, René, mais oui. Mais vous le verrez. On est à Pézenas, mais demain, on sera peut-être, ce qui existe aujourd'hui. Occupons-nous de Pézenas. Moi, je me suis toujours occupé de Pézenas. J'ai toujours refusé de mélanger les débats. Mais je dis, faisons attention.
Je peux continuer? Bien sûr. Parce que quand vous parlez Bien et sûr. essayez de donner une leçon aux 7 élus de la minorité municipale, je pense que vous avez un miroir face à vous. Parce que s'il y a des gens depuis l'élection et depuis le premier débat que nous avons eu sur le PLU le 17 avril 2014, je le fais de tête, sur le PADD, qui ont demandé d'être associés, qui ont demandé qu'il y ait une commission qui suive le PADD, les questions d'urbanisme et l'élaboration du PLU, qui ont fait des propositions, ils ont déposé même à l'enquête publique des propositions. S'il y a des gens qui ont demandé que l'opposition soit à chaque fois associée, concertée, c'est bien les 7 qui sont ici, et c'est bien les 7 qui sont ici qui n'ont jamais de réponse, ni à leur courrier, ni à leurs propositions, ni à leur mail. Sur la révision allégée, j'ai adressé un mail à monsieur le directeur général des services le 31 juillet 2016. Il m'a chaque fois, chaque mois, dit qu'il renvoyait sur le directeur des services techniques, et je n'ai jamais eu de réponse. Alors si c'est comme ça que vous associez l'opposition, si c'est comme ça que vous voulez construire ensemble, il y a un sectarisme que je ne comprends pas, et il est de votre côté. Sur la décision de justice, je continue, parce que je n'ai pas répondu. Laissez répondre Monsieur Nicole, juste, hein, et puis après, on rend la parole. Mais je suis désolé que M. Verrier n'ait pas répondu, puisque c'est lui qui est en charge du dossier. Qui est chef du personnel dans cette ville? Le maire et le directeur général des services. C'est pas une réponse, ça, je suis désolé. Ah, si, c'était sur des questions sur la procédure. Donc les gens qui sont en charge de la procédure doivent répondre. Et M. Verrier m'avait assuré, d'ailleurs je vous l'ai écrit par mail, mais bon, et oui, et si vous m'aviez indiqué qu'il n'était pas... J'ai saisi à chaque fois M. Verrier. Hein. Donc sinon, je pense que de manière systématique, on répond. Il y a peut-être un cas où il y a eu... De manière systématique, on répond aux demandes, aux demandes du groupe d'opposition. Et chaque fois que je suis saisi pour une demande, je demande personnellement que la réponse soit apportée. Voilà. Donc, vous le demandez certainement, mais la réponse n'est pas apportée automatiquement. Écoutez, après, comme vous le disiez tout à l'heure, les services ont beaucoup de travail. Bon, donc, on continue. Pour la décision de justice, M. Nicole en présente une partie qui est juste, qui est celle du dimensionnement. La zone chalandise était évoquée, mais vous oubliez le positionnement. Il est contesté dans la décision de justice. Je le fais à nouveau de tête parce que je ne l'ai pas relu avant de partir. Il me semble même qu'on parle de tout voiture, de non-lien entre la ville existante, c'est pas dit et écrit comme ça, et la zone commerciale monétaire, ce que nous disons depuis le début, mais que la justice a écrit noir sur blanc. Donc il ne faut pas prendre cette décision de justice à la légère. Vous l'aviez qualifiée, monsieur le maire, de non-événement à l'époque où elle a été annoncé par le tribunal. Il s'avère aujourd'hui que ça n'était pas un non-événement. Parce qu'un an et demi après, ce projet, alors que vous aviez fait campagne municipale sur une équipe qui était prête et des dossiers qui étaient bouclés, on allait voir ce qu'on allait voir. Ce coup-ci, c'était le mandat de la réalisation. Nous sommes au 4e mandat et à la fin du mandat, je prends le pari ici, les réalisations ne seront pas faites. Mais prenez les paris. On est loin de la fin du mandat. Donc, est-ce qu'il y a d'autres observations ? Une dernière observation, nous n'avions pas pris part au vote pour défaut d'information le jour où la délibération a été prise. Nous considérons que c'est une affaire interne à la majorité municipale, puisque c'est elle qui s'est fourvoyée. Nous ne prendrons pas part au vote là non plus. Bon, donc on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voilà, donc derrière, sur la révision générale, on peut voter aussi, je suppose. Tout a été dit ? Non, parce que... Bon. Certes, on a avancé le débat et on a pris le débat sur la révision générale, mais j'aimerais qu'on se rappelle quand même les dates sur l'urbanisme dans cette ville. Quand vous dites que c'est nous qui bloquons, et je l'ai bien entendu, et c'est la solution facile de dire c'est la faute de l'opposition, ils sont des empêcheurs de tourner en rond. D'abord, nous ne sommes là que depuis 2 ans et demi. Il me semble que vous êtes là depuis bien plus, 20 et quelques maintenant. Vous avez décidé en septembre 2002 de réviser le POS en PLU. De septembre 2002 à décembre 2010, ce dossier a avancé à pas d'escargot puisque seulement en décembre 2010, le débat sur le PADD du futur hypothétique PLU, il faut parler comme ça et au conditionnel, a eu lieu. Il a fallu attendre un an de plus, le 25 novembre 2011, pour qu'un nouveau débat sur le PADD ait lieu parce qu'il y avait des compléments à apporter. Soit on peut penser que les choses évoluant, d'ailleurs la loi Grenelle à ce moment-là avait été votée, hein, vous la prenez pour excuse pour cette révision-là, mais elle était déjà votée. Tous les décrets d'application, la 2, 2010. La 2, 2010, le vote.
Donc nous sommes en décembre 2010 là. Claire, je n'ai pas dit tout à l'heure, je ne parle pas de la loi Grenelle 2, j'ai parlé de l'adaptation du schéma de cohérence et d'organisation territoriale à la loi Grenelle 2 qui derrière infère a des effets sur la révision du PLU. Je n'ai pas parlé de la loi Grenelle 2 stricto sensu, hein, voilà. D'accord. Quoi qu'il en soit, le projet de PLU était arrêté le 9 mai 2012, soit 10 ans après sa révision. On voit quand même des communes qui vont plus vite sur la révision du PLU. Il était arrêté, et arrêté, ça n'a jamais porté aussi bien le nom, puisqu'il n'est pas allé au-delà, étant donné que les personnes publiques associées ont retoqué ce PLU. Pour certaines, certainement, décisions qui n'étaient pas jugées opportunes, notamment la consommation, je crois, d'espaces agricoles. Il a donc fallu que le 4 juillet 2013, le conseil municipal de cette ville, ce n'était pas encore l'Assemblée sous cette forme, mais c'était la même majorité ou équipe, abroge finalement, vous avez l'habitude d'abroger les décisions, abroge celle de la délibération de 2002 pour engager une nouvelle révision du POS. Révision du POS qu'on connaît tous, puisqu'il y a eu un débat en conseil municipal sur le 14 mai 2014, j'ai dit avril tout à l'heure, je me suis trompé, que le 25 février 2015, on a arrêté le PLU, soi-disant en passant, l'information de l'opposition était limite, puisqu'il a fallu reporter la séance du conseil municipal parce que les documents ne nous avaient pas été adressés, c'est-à-dire qu'il fallait arrêter un PLU dont nous n'avions pas connaissance. En termes d'association de la minorité municipale, on a vu mieux. Et on a enfin voté le PLU le 10 décembre 2015. Le 10 décembre 2015, soit 13 ans après l'adoption. Jusqu'à là, on ne peut pas penser que c'est l'opposition qui a bloqué, qui a mis sous cloche la ville. Je ne vois pas en quoi. Elle vous a fait perdre 10 ans. Elle vous a fait être contestée par les personnes publiques associées. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'opposition qui fait que la préfecture fait un recours gracieux sur le PLU. Et c'est la préfecture qui dit, ce que l'opposition vous a toujours dit par contre, que ce PLU, il était dans une insécurité juridique permanente. Elle l'écrit noir sur blanc, peut-être pas permanente, mais insécurité juridique, c'est le terme. Ce qui fait qu'un jour, et peut-être rapidement, il pourrait être annulé. La responsabilité, c'est vous qui l'avez, parce que c'est vous qui devez maîtriser les documents d'urbanisme. C'est vous qui devez faire qu'ils sont incontestables, qu'ils restent stables. Et aujourd'hui, vous nous proposez à nouveau, moins d'11 mois après avoir adopté, d'engager une nouvelle révision générale. On voit peu de villes qui font une révision générale quand même moins d'un an après leur adoption de PLU. Alors que vous nous aviez dit que c'était cette année que les dossiers, que les projets allaient déboucher. Quand vont-ils déboucher? Quand vont-ils déboucher? Qu'est-ce qui fait que dans cette ville, l'opposition, répondrez-vous, qu'est-ce qui fait que dans cette ville que tout est plus lent, que les dossiers, et notamment les dossiers d'urbanisme, on pourrait citer Saint-Christol. Saint-Christol, c'est le milieu ou la fin des années 90. Les premières annonces. C'est combien de projets vus et revus, chaque fois des projets chiadés, chaque fois des projets annulés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 16 ans après, on n'a toujours pas de projet Saint-Christol. Alors que d'autres villes ont pu eux aussi réaliser des quartiers. Qu'est-ce qui fait qu'à Pézenas, c'est différent qu'ailleurs? Qu'est-ce qui fait que vous n'avanciez pas? Si quelqu'un a mis Pézenas sous verre, c'est celui qui en est maire depuis 4 mandats. Et Pézenas, sous verre ou sous cloche, je sais pas, mais c'est une belle ville. Donc c'est une belle ville où on fera pas n'importe quoi. C'est une belle ville, ça on le partage. Je crois que la passion pour Pézenas, on la partage. Et où on écoutera les habitants jusqu'au bout. Et avant de faire, à un moment donné, on prendra le temps de faire. Et si on prend le dossier Saint-Christol, le dossier Saint-Christol est un dossier qui est un dossier complexe, où au début nous avions un problème de foncier et de coût du foncier, où en fonction de ce coût du foncier qui était beaucoup trop élevé, on a décidé d'arrêter la démarche parce qu'on ne voulait pas construire n'importe quoi en fonction pour avoir quand même des produits qui soient en adéquation avec un marché foncier. Derrière, on a écouté au maximum la population, la concertation a été faite, refaite. On a vraiment entendu, je pense, au maximum les associations de défense. On a calibré le projet et on l'a peaufiné. Et je crois que ce qui fait que Pézenas est une ville singulière et une ville qui a une qualité particulière, c'est aussi qu'on sait prendre le temps de faire les choses. Donc, à un moment donné, sur des dossiers comme Saint-Christol, effectivement, nous avons travaillé le projet de telle manière que ce soit un projet qui soit le plus chiadé possible, le mieux léché possible et qui corresponde aux attentes des habitants
des habitants du quartier, bien sûr, mais aussi des habitants de Pézaz demain. Je crois qu'on aura quelque chose de superbe à Saint-Christol. Aujourd'hui, j'en suis persuadé, parce que aussi, on a su prendre le temps. Donc, ce temps qu'on a pris, c'est un temps qui était indispensable, c'est le temps du projet. Le temps du projet à Pézaz, il est un peu plus long. C'est une ville qui a aujourd'hui une population qui est une population qui a peu évolué historiquement, parce que ici à Pézaz, il y a eu, je dirais, traditionnellement, des projets qui ont était beaucoup plus mesuré. Moi, il n'est pas question de faire de Pézenas une ville qui soit une ville comme les autres. Aujourd'hui, on a pris le temps du projet, on a construit un projet qui est un projet abouti, et derrière, on va aller vers l'Épicé Noir pour présenter ce projet, et on va faire. Voilà. En ce qui concerne le projet de Saint-Martin et donc Bonne-Terre Saint-Martin, de toute façon, les choses, elles sont claires. On a présenté, il y avait une volonté de faire un projet qui était un projet au départ, je dirais, important. On a écouté les gens, on a redimensionné le projet, on a travaillé, et on a en cheminant, on a voulu effectivement configurer un projet différent en écoutant aussi la population. Je crois qu'à un moment donné, la ville de Pézenas, c'est une ville qui est à l'écoute de sa population, qui est allée donc derrière, qui veut faire des projets et qui travaille ces projets en adaptant le projet par rapport aux demandes des différentes parties prenantes. Donc derrière, après, à un moment donné, quand ces demandes-là ont été suffisamment écoutées et entendues, il faut agir. Aujourd'hui, on est dans la phase d'action. Derrière, si ça a pris du temps, mais c'est parce que de toute façon, des documents d'urbanisme, ça prend du temps. C'est pas des choses... Il y a eu entre-temps différentes révisions, différents textes de loi. Il a fallu s'adapter à ces textes de loi. Il a fallu que les structures auxquelles on participe s'adaptent, et de toute façon, aujourd'hui, on est prêt à faire, et je crois que ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'aujourd'hui on peut faire. Si on a mis 10 ans pour construire un plan local d'urbanisme, on a mis 10 ans. Si on a mis 12 ans, on a mis 12 ans. Je crois que ce qui est important, c'est d'avoir le bon plan local d'urbanisme, d'avoir la belle vision de Pézenas pour les années qui viennent, et le projet qu'on a construit, c'est pas un projet pour 5 ans, c'est un projet pour 20 ans. Je crois que c'est ce projet-là qui va être discuté et débattu devant l'Épicé Noir pour, derrière, très rapidement réaliser. Sinon, que dire de plus par rapport à tout ça moi, de toute façon, des plans locaux d'urbanisme ou des POS, j'en connais, je les ai vus. J'ai vu la quasi-totalité des documents qui ont été soumis dans le cadre du SCOT pendant de nombreuses années. Je pense qu'on aura un des meilleurs documents d'urbanisme qui sera présenté dans l'Ouest Héroltais, très largement. Voilà. Mais on aura pris le temps de ce projet, et je pense que ça sera dans l'intérêt d'Épicé Noir qu'on aura pris ce temps. Par contre, maintenant, il faut faire. Une fois qu'on a bien écouté, qu'on a bien entendu, il y a la phase de réalisation. Christiane, tu veux rajouter quelque chose ? Que le temps, c'est sûr qu'il faut le prendre, qu'il y a des impondérables, et qu'il faut tout prendre en compte, et ce qu'on est en train de faire, et on s'est mis à la tâche ardemment. Voilà. J'espère que ce plus va sortir, avec l'aide de tout le monde. Oui. J'ai bien noté, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, Mme Gomes aussi, que vous avez pris le temps. Donc la responsabilité que vous étiez en train de faire porter à la minorité municipale, elle est tombée sous vos propos. Deuxième point, le temps c'est de l'argent. Et quand même ces allers-retours, un PLU qui ne passe pas le contrôle des personnes publiques associées, 13 ans de révision et une nouvelle révision générale, à un moment il faudra chiffrer à combien cela coûte aux contribuables pissénois. On jugera un arbre à ses fruits et on verra, comme vous l'avez dit, en fin de mandat, quelles seront les réalisations. Donc pour l'instant, le mandat n'est pas fini, il est en cours. On est déjà avec quelques années de réalisation à faire, et effectivement, on verra ce qui a été réalisé. Après, les coûts, c'est une chose. Ce qui est important, c'est les réalisations qui seront faites. Et la qualité des réalisations qui seront faites, pas simplement la quantité. Voilà. Après, de toute façon, chacun est dans son rôle. Simplement, la demande, c'est que le rôle, il soit aussi positif et moteur. Je crois qu'on a été entendu, les choses ont été dites. Après, on verra bien comment ça se passera dans le cadre des prochaines propositions que nous pourrons faire. J'ai entendu aussi ce que vous avez dit. Voilà. Est-ce qu'on peut passer au vote sur la question 18 ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc on peut passer au point suivant de l'ordre du jour. Il y avait quoi en question diverse ? Il y a
Donc, compte rendu de décision, est-ce qu'il y a des observations? Oui, j'ai une observation parce que j'ai mis, vous vous en souvenez certainement, 9 mois, pas pour faire un petit, hein, c'est pas moi qui fais des petits, pour obtenir un rapport qui avait été commandé concernant une analyse de faune-flore. Je vois aujourd'hui une décision du maire, analyse de faune-flore complémentaire sur le projet d'aménagement de Saint-Christol. Ça veut dire que là aussi, on a eu un rapport. Et c'est vrai que quand j'ai eu enfin le rapport, le dit rapport de l'analyse de faune-flore Saint-Christol, les Moulières, j'ai dit peut-être qu'il y a des mesures compensatoires qui sont imposées par ce rapport et qu'il faudrait s'en préoccuper. Donc je vois qu'aujourd'hui, pour 25 000 euros de plus, on parlait tout à l'heure de coûts, mais c'est vrai que le contribuable que je suis et que nous sommes tous ici est en droit de s'inquiéter pour son portefeuille dans cette ville, quand on sait que certains élus même disent que s'ils étaient jeunes, ils habiteraient plus Pézenas, ils iraient habiter ailleurs, compte tenu du fonctionnement de cette majorité. Donc voilà, une fois de plus, un fonctionnement qui me paraît un peu aléatoire, pour ne pas dire autre chose. Les élus, hein, si on prend les gens à partie, quels élus? C'est certains élus, les choses comme ça, avec certains élus, c'est d'un malsain achevé. Ceux qui sont cités se reconnaissent, je n'ai pas besoin. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'était pas question de parler de personnes, d'associations, etc. J'entends bien. Je fais exactement la même mais chose. On cite des gens qui ne peuvent pas se défendre, ou qui ne peuvent pas expliquer. Je les ai pas cités. Peuvent pas expliquer ce qu'ils disent. Je trouve ça, c'est. Non, mais on évoque des gens qui ne peuvent pas répondre. Vous évoquez aussi, vous savez le faire. Non, moi je n'évoque pas des gens, je ne suis pas dans les on-dit et dans l'insinuation. En tout cas, si je le suis, faites-le-moi remarquer sur le vif, comme je le fais à l'instant. Comme ça, au moins, je corrigerai. Non, je pense qu'aujourd'hui, le souci que nous avons, c'était effectivement de compléter une étude de faune-flore. C'est important et on peut vous dire pourquoi. Hein, il n'y a pas de souci parce que on a travaillé sur le secteur et détecté certaines contraintes environnementales qui sont à prendre en considération et qui sont importantes pour nous. Donc peut-être que Philippe Nicole peut nous... Christiane, pardon. Alors, sur ce point, donc l'inventaire faune-flore qui a été fait par la commune de Pézenas dans le cadre de la mise en œuvre des projets, c'est une première étape. C'est donc au terme des nouvelles réglementations qui visent à protéger l'environnement, à faire un diagnostic complet de l'ensemble des espèces pendant une année, donc 4 saisons, pour recenser très précisément la faune, la flore et la faune du territoire de projet. Cette étude donc, est un diagnostic qui est réalisé en fonction de la réglementation de protection soit des plantes, soit des animaux, mammifères, poissons, oiseaux, quels qu'ils soient, et donc qui indique aux porteurs de projet un diagnostic général de la zone. Il est bien évident que cette première étape n'amène pas de conclusion définitive sur la faisabilité d'un projet, mais est un document que l'administration donc communale, départementale, puisque tout le monde y est contraint. Je rappelle, le conseil général de l'époque a mis 3 ans, je crois, pour sortir l'étude sur la 2x2 voies qui menait de Bessan à Pézenas, parce qu'il y a eu des problèmes sur des espèces animales qui étaient sur le long du tracé, qui ont soulevé de multiples études, notamment des rapaces sur les monts qui sont à l'entrée de Bessan. Donc tous les projets aujourd'hui sont confrontés, que ce soit l'État pour les lignes de chemin de fer ou de TGV, que ce soit les collectivités EPCI ou communes, que ce soit les départements, à cette nécessité de produire d'une part une étude environnementale extrêmement fine et derrière de soumettre cette étude environnementale aux administrations de tutelle, en l'occurrence l'ADREAL, pour obtenir leur avis sur la faisabilité, la compatibilité entre ce projet et l'inventaire faune-flore réalisé
par un bureau qui plus est agréé, référencé et de nature tout à fait indépendante. Et donc, une fois cette confrontation entre le projet et l'inventaire, eh bien, en règle générale, il y a soit une acceptation, mais c'est relativement rare. Et dans notre cas précis, on a un certain nombre d'enjeux, de secteurs à enjeux forts, avec la protection de 2 espèces en particulier, qui sont les chiroptères, donc qui sont, il y a des mathurins, petits et grands, et 2 espèces supplémentaires, et le lézard dit osselet, qui est une variété de lézard extrêmement rare en France et qui est extrêmement protégé. C'est-à-dire que si vous d'ailleurs vous allez vers Ganges, vous verrez sur les promenades, les randonnées à Valrock par exemple, que des panneaux ont été institués et posés pour protéger le lézard osselet, puisque sur le périmètre méditerranéen, il est peu fréquent et nous en avons et il est extrêmement protégé. Donc ces différentes espèces nécessitent une adaptation du projet, une réduction, une annulation, une réduction, une compensation pour adapter le projet à la protection environnementale. Donc nous sommes dans cette démarche et cette démarche nécessite que nous travaillions à nouveau avec le cabinet pour proposer un certain nombre de mesures de nature à favoriser l'implantation du projet sur le territoire concerné. Donc on espère aller d'ailleurs au bout de cette démarche et sans avoir à engager de nouvelles études. Le dialogue est assez constructif avec les différentes administrations et donc c'est la raison pour laquelle le conseil municipal est informé de la décision de monsieur le maire de cette étude supplémentaire qui nous permet d'adapter le projet en fonction de l'inventaire et des enjeux que cet inventaire a mis au jour et que nous devons respecter. Merci, mais tout ce que je viens d'entendre, je le savais déjà. Donc, je n'ai pas eu plus d'informations que ce que j'en avais, puisque j'ai lu le rapport que j'ai réussi à obtenir, comme je le disais tout à l'heure. Et je sais par exemple que la commune de Courlande-Terral a été obligée d'acheter 9 hectares de plus pour pouvoir réaliser un certain nombre de choses, etc. Donc ce qui m'intéresserait à ce stade, c'est d'avoir effectivement, puisqu'il y a... On parlait tout à l'heure de travail en commun et compagnie, moi je suis tout à fait ouvert au travail en commun. On ne peut pas dire que je suis à l'opposition, moi je refuse ce terme, je suis à la minorité municipale. Donc aujourd'hui, puisqu'on nous dit que l'ADREAL a fait un certain nombre d'observations, qu'il y a des échanges, etc., je veux avoir connaissance de ce que dit l'ADREAL pour pouvoir avoir les informations nécessaires à ma réflexion et au débat qui est normal en conseil municipal par rapport à des projets. Voilà ce qu'on demande. On ne demande pas des miracles, on demande de l'information légale. Nous sommes conseillers municipaux, nous avons droit à des informations, on les demande. Merci. Bon, on a bien entendu. Donc, la Christiane Gomez, notamment, qui a ces dossiers en charge, peut répondre, hein, parce que c'est important, là, qu'on vous dise les choses. On est dans le travail au niveau de la compensation. Et on a travaillé cette semaine justement là-dessus. Et il y a des possibilités. Donc voilà, il y a des murets qui vont être reconstruits, des terrains qui vont être alloués aux lézards osselets, etc., pour le protéger. La grande théorie de l'État aujourd'hui, en termes écologiques, enfin, c'est sûrement, mais c'est éviter, d'abord, première chose, éviter de nuire. Primo, d'abord ne pas nuire, ensuite réduire. Si on voit qu'on doit nuire, mais on réduit au maximum les effets négatifs et nocifs, et in fine, compenser si on n'a ni la capacité d'éviter, ni la capacité de réduire. Donc là, on est dans cette démarche parce que c'est compliqué. Donc après qu'il y ait une réunion, je veux dire, moi, une fois par mois, sous la responsabilité de Christiane Gomez, pour réunir les... Mais à partir du moment où on a sur un petit groupe de travail informel qui permettent de... qu'on avait jusqu'à présent, quoi. Voilà, hein, moi ça me gêne pas,
Parce que de toute façon, aujourd'hui, il faut avancer. Je crois que on a ce qui aujourd'hui m'anime, c'est le désir d'avancer pour notre ville. Moi, je pense qu'on peut critiquer le passé, on peut dire ça n'a pas été fait comme ci, ça n'a pas été fait comme ça, mais on ne fera pas avancer Pézenas. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on trouve les bons modes de co-construction, de coproduction d'un projet communal avec l'ensemble des parties prenantes à Pézenas. C'est ça qui est important. Après, je ne rougis pas, Armand, pour répondre à tes observations, de ce qui a été fait sur 20 ans à Pézenas. Oui, j'ai 20 ans de mandat. Je pense pas que Pézenas ait changé, ait été abîmé. Je crois qu'on a un Pézenas qui aujourd'hui a évolué très positivement, est beaucoup plus reconnu. Georges Lopez peut parler tout seul dans son coin. Je crois qu'il y a un problème. Non mais stop, tu parleras si tu veux. Mais je veux dire, la réalité, elle est pas on n'est pas dans un débat politique et tu mélanges tout, comme d'habitude. Je dis aujourd'hui, on est dans une logique où la ville de Pézenas, elle a avancé, elle a progressé, la qualité de la ville est reconnue. On a une ville qui rend les gens fiers. On a des opérations qui existent aujourd'hui, je veux dire, en tant que qui n'existaient pas il y a 20 ans. Il y a une animation de la cité qui est particulièrement forte. Il y a un travail qui a été fait sur des restaurations qui sont beaucoup de choses sympathiques et chaleureuses. Bon, derrière, maintenant, il faut avancer sur les projets structurants. Et ça, il faut le construire de conserve et pas de manière, je veux dire, pas en étant dans la réponse à chaud et mais en construisant, en s'écoutant, en se respectant et en essayant derrière de faire changer le visage de Pézenas, améliorer toujours la ville, et ça c'est très important. On a besoin de travailler ensemble et de s'écouter. Je crois que ça se fait dans le domaine de l'activité commerciale. Muriel me dit que vous arrivez à travailler, pour revenir à Georges Lopez, dans des conditions constructives, mais faisons-le de manière plus large et de manière plus intelligente. Moi je suis prêt à recevoir à un moment donné de toute façon l'opposition si c'est pour discuter des méthodes. Ça ne me pose pas de problème. Mais changeons de méthode, parce que... Quoi donc ? Qu'est-ce qu'on demande ? Excusez-moi, Non, mais moi je crois qu'à un moment donné, sur l'urbanisme, il fallait effectivement, et on le voit, il y avait des difficultés, il y avait des choses à construire, il y avait des avancements à faire. Aujourd'hui, les choses sont en l'état pour réaliser. On peut en discuter, on peut les amender encore. Bon, le tout, c'est que de toute façon, nous, on est là, à un moment, on est là pour faire des projets et pour faire avancer la ville, présenter les projets et balayer le maximum de choses qui peuvent être négatives. Ça fait partie des choses qu'on peut aujourd'hui envisager de manière sereine. Donc moi, je le dis solennellement, je demande à l'élu en charge de l'urbanisme de piloter une réunion régulière où il y aura des élus de la majorité, des élus de la minorité ou de l'opposition, on appelle comme on veut les choses, mais à un moment donné, à vous de définir le rythme. On va essayer de travailler comme ça. Puis moi, je verrai on discutera peut-être de manière, je dirais, en tête-à-tête avec Armand Rivière pour dégager des solutions possibles aussi pour faire avancer les choses et pas être dans une situation qui crispe la ville de Pézenas et qui fait que réellement on n'a pas l'efficacité maximale dans le cadre de l'évolution de la ville. Je crois qu'on travaille bien en tant que conseillère départementale, Julie Garcin nous disait tout à l'heure qu'il y a des bonnes nouvelles sur l'APP. Donc, je veux dire, je pense que ça se passe de manière correcte entre la ville et le département. Il n'y a pas de raison qu'avec Madame Azéma, ça ne se passe pas bien. Il n'y a pas de raison qu'avec la minorité municipale, on n'arrive pas quand même à mettre les projets sur la table et à discuter autrement que dans le cadre de polémique, pour discuter et mettre à plat les problématiques qui peuvent permettre à Pézenas d'avancer. Voilà, c'est le vœu que j'émets ce soir et c'est réellement c'est un vœu qui vient sur la table pour permettre de faire avancer les choses. Après, chacun réagira avec son énergie positive ou négative, chacun sera dans le jeu ou pas, on verra bien, mais en tout cas, c'est la proposition que je fais. Oui, moi peut-être ça va pas être des réunions régulières, ça va être surtout en fonction de l'avancée des dossiers, parce que se réunir pour se réunir, c'est pas la peine. S'il n'y a pas d'avancée dans le dossier, c'est pas la peine. Ou alors, s'il y a des discussions à proposer, je suis prête à vous écouter, pas de souci. Voilà, bon, on va peut-être en rester là, si vous voulez bien. Oui, il y avait une dernière réaction.
j'ai une question diverse, mais juste, c'est vous qui avez rouvert le débat. Vous dites, je suis prêt à recevoir Armand Rivière, on se verra si vous souhaitez qu'on se voit, mais vous nous avez dit pareil en début de mandat et on ne s'est jamais vu. On a transféré la compétence eau à la communauté d'agglomération. Quand le début du transfert s'est fait, je vous ai dit qu'il faudrait qu'on travaille ensemble à une position commune. Vous n'avez jamais saisi la balle. Nous avons proposé la création... Regardons devant. C'est comme un amour. Il faut des déclarations, mais il faut aussi des preuves. Et les preuves, on les a jamais eues, donc on les attend. Bon. Mais on ne va pas aller plus loin dans cette philosophie-là. On a souvent parlé de l'Oribel Basse, de l'installateur d'un agriculteur bio. Il y a eu des aléas administratifs qui ont fait qu'au bout d'un certain temps, plutôt long, et pas de la faute de l'opposition, minorité René, cet agriculteur abandonné, on veut avoir la certitude qu'il y aura un agriculteur bio ou des agriculteurs bio sur ce site. Est-ce qu'on ne peut pas installer maintenant des jeunes agriculteurs de Pézenas sur ce site? Est-ce qu'on ne peut pas, j'ai vu qu'une ville l'avait fait, avoir une réflexion avec la cantine municipale et cette production bio-là? Est-ce que ce projet est toujours d'actualité? Non, ça ne sera pas le même projet. L'idée aujourd'hui, c'est clairement de travailler sur un projet différent et de garder effectivement la maîtrise de ce foncier, parce que c'est un foncier important pour la ville de Pézenas. Peut-être de travailler en relation, pas d'installer des agriculteurs bio, mais de travailler avec des agriculteurs pissénois qui sont déjà installés, qui ont la capacité derrière de collaborer à un projet sur cette surface-là. Et ensuite, donc, éventuellement, aller jusqu'à avoir un maraîcher bio qui soit un employé communal. Je réponds, Armand, hein, j'essaie de répondre. Donc, trouver un projet qui soit un projet où on garde la maîtrise. Moi, je crois qu'on a intérêt à travailler sur du bio local. Aujourd'hui, hein, on a du bio qui est du bio importé de on ne sait où. Donc sous le label bio, on peut mettre des choses qui sont pas particulièrement intéressantes. Mais par contre, travailler sur du local et travailler sur du bio, c'est important. Et après, j'ai pas envie de repartir dans une démarche d'implantation d'agriculteurs parce que ça a été très lourd pour l'agglo notamment et compliqué, ça n'a pas abouti. Donc aujourd'hui, il faut regardez ce qui se passe à côté. Là, je vais aller voir la mairie de Mouansartou qui a des expériences hyper intéressantes en la matière. Voir aussi Albi ce qui se passe parce que Albi a fait des projets très intéressants. Donc, on va regarder avec nos amis de Cahors et vers Albi, on va regarder comment tout ça peut se construire. Mais l'idée pourrait être de prendre les quelques personnes qui s'intéressent au bio dans la ville, les grouper et leur demander de prendre en main aussi des personnes qui seraient sous la responsabilité de la ville pour derrière effectivement alimenter nos cantines avec du bio local. Oui, ça c'est un projet qui me semble réalisable, sur lequel on peut travailler ensemble, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, j'en ai parlé avec des jeunes agriculteurs bio, que ce soit, bon, il y a des, enfin, je ne vais pas citer les noms, mais il y a des jeunes agriculteurs aujourd'hui qui s'intéressent à cette démarche bio. Je les ai reçus, j'ai commencé à discuter avec eux et on va voir comment on peut effectivement avancer sur un projet qui soit un projet fédérateur et qui permette d'alimenter correctement nos cantines. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je vous souhaite une bonne soirée.